jour où Gilles m'a proposé de m'aider, de m'interviewer, enfin de me dire en gros, si on s'y met tous les deux, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je savais qu'à travers cet exemple du bouquin de Gainsbourg, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui aiment Gainsbourg, le bouquin est absolument fantastique. S'il figure très brièvement dans le dernier film, c'est tout simplement parce que le film s'est inspiré totalement de la bio de Gainsbourg que Gilles Verlin avait écrite. Sans lui, donc, je ne l'aurais pas fait. Je l'ai fait parce qu'il m'y a poussé. Puis, en plus, on s'est bien amusé. Et au final, à partir de son travail, eh bien, j'ai eu un très, très grand plaisir à écrire ma vie parce que je l'ai redécouverte, cette vie, à travers, à partir de ce qu'il m'avait fait dire. C'est réellement, vu de l'intérieur, 50 ans d'évolution de la radio et de la télévision, 50 années que j'ai passées avec beaucoup de chance à découvrir au bon moment les différents médias, d'abord la presse écrite, puis ensuite la radio, puis ensuite la télévision. J'étais gardien de nuit, veilleur de nuit, ça s'appelle, dans un petit hôtel dont je venais de découvrir que juste derrière ce petit hôtel, il y avait les studios des Buttes-Chaumont. C'est-à-dire les studios uniques à l'époque, il n'y avait que ces studios-là pour la télévision. Mais j'avais pas la télé, donc je risquais même pas de savoir ce qui s'y passait. Et donc le gars en question, je lui fais remplir sa fiche de police obligatoire à cette époque-là. Et il écrit Jean Gouillet, né à Liffré. Et à cause de ce Liffré, qui est juste à côté de Vitré, qui est le pays de mon père, on a entamé la conversation. Et je lui dis, mais c'est quoi votre truc sur le ventre? Il me raconte que c'était un guide chant pour chanter ses chansons que j'ai découvert ce soir-là, qui étaient des chansons qui faisaient un peu grincer et chez les curés et chez les militaires. Et il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je suis veilleur de nuit, mais c'est pas un métier, ça. Je dis, mais je poursuis mes études, mais je ne sais pas si je vais les rattraper, donc je vais peut-être faire autre chose. Je rêve d'être journaliste. Et il me dit, t'as qu'à faire comme moi. Je dis, mais moi, je sais ni écrire de chansons, ni chanter. Il dit, mais je ne suis pas chanteur, là, maintenant, oui, pour m'amuser, mais je suis journaliste. Et ce garçon avait fait le centre de formation des journalistes. Il m'a donné l'adresse. J'ai hésité encore 1 ou 2 mois, puis finalement, convaincu, il avait raison, j'y suis allé. Et c'est comme ça que je suis devenu journaliste, grâce à Jean-Yann. Parce que je ne sais pas si je l'ai dit, c'était Jean-Yann. Jean Gouillet, c'était Jean-Yann. À Radio Luxembourg, quand je suis arrivé, ils étaient 4. En tout et pour tout, ça passait pour la plus grande radio de France. Ils ne s'étaient jamais intéressés aux journaux. Ils avaient laissé ça à Europe 1 et à Radio France. Et donc, j'ai eu cette chance d'aller travailler dans un endroit où il y avait tout à faire. Et comme moi, j'avais quand même déjà fait 4 ou 5 ans de journalisme, et comme, on va dire, comme petit chef des infos, je n'ai eu qu'à appliquer ça au matin. J'y suis allé 8 jours après. C'était le premier de l'an, ils avaient un peu trop bu. Ils n'étaient plus capables de me lire. Il s'est passé quelque chose qui n'était pas très grave. C'était une course qui avait été gagnée par un Français. Et je lui ai écrit, mais il avait renvoyé la secrétaire parce qu'elle ne voyait plus les touches. Elle avait bu un peu trop de champagne. Et donc, il m'a envoyé à l'antenne. C'est comme ça que j'ai perdu mon nom. Je m'appelle Philippe le Prêtre et je suis devenu Philippe Gildas parce que j'ai emprunté le prénom de mon fils qui est Gilda. Et manque de peau, je suis resté à la radio. Donc j'ai perdu mon nom de l'autre côté et je suis devenu le Philippe Gildas que vous connaissez aujourd'hui. Moi, je suis à Europe, je rentre en 67. Philippe arrive qu'en 74. Donc on a commencé tous les deux, 6h, 9h, donc à l'antenne. Donc Philippe faisait les infos toutes les demi-heures. C'est ça, hein, dès le début. Et moi, bien sûr, les pubs, les disques et un jeu qu'on avait qui s'appelait Faites vos prix, que TF1 a repris d'ailleurs. Et en 1 minute, prendre 10 auditeurs, c'était compliqué. Hein. Enfin, c'est une gymnastique à prendre, mais c'était compliqué, on le faisait ça tous les deux. Ça paraît tellement évident à Marie maintenant quand elle raconte comme ça. Mais en fait, la nouveauté, c'était que on avait vraiment dit cette fois-là, le journaliste va avoir priorité pour l'excellente raison qu'il fait les journaux. Hein, il y en avait un toutes les demi-heures. Donc, comme il faisait tous les journaux, le journaliste, ça n'a pas été moi dans un premier temps. Mais ça n'a pas bien réussi parce que c'était difficile à faire. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont envoyé au matin en disant, puisque tu as eu cette excellente idée que j'avais rodée avant pendant 15 mois à France Inter, va donc avec Maryse et essaye de démontrer que si, c'est tout à fait jouable. Et ça l'a été vraiment, mais vraiment. Mais la vraie nouveauté,
c'est que j'animais avec elle. Alors moi, je ne savais pas animer du tout. Et ça lui paraît évident aujourd'hui comme ça, mais en fait, c'est elle qui m'a appris à animer, et le jeu dont elle parlait, alors elle m'a appris déjà à parler sur les intros musicales, déjà, il fallait quand même le faire, à sourire, etc. Et le jeu y a beaucoup contribué, parce que les journalistes, quand on fait l'info, en général, c'est pas très gai, hein. Donc on était plutôt sérieux. Et donc, avec cette formule-là, mais on a fait un succès dont on n'a pas idée. Je donne toujours le même chiffre parce que si vous connaissez, si vous lisez les journaux aujourd'hui, même si ça vous intéresse pas directement, la radio la plus écoutée aujourd'hui, elle est toute fière quand elle fait 14% de l'audience radio. Ben nous, on faisait 27,1. C'est vous dire, hein, 27 points. Mais c'est à partir de cette opération sur Europe 1 que je vais monter ensuite, à la demande de l'Escure, nulle part ailleurs, à la télévision. Et on a demandé quand même, j'ai demandé qu'il y ait de l'humour dedans, parce que j'avais plus Maryse, elle était toujours restée à Europe 1. Donc il fallait quand même quelqu'un qui puisse m'aider à savoir changer de ton. J'ai commencé à avoir du métier là-dedans, et c'est comme ça que j'ai d'abord eu les nuls, et mieux encore après, l'année suivante, un certain Gilles Verland, ça si, parce que tout le monde croit que c'est toujours facile comme ça. Les Nuls avaient fait une saison absolument foudroyante en 87-88. Ils avaient inventé les fausses pubs qui étaient copiées à la même époque par les Inconnus. Ils avaient quand même, c'était l'époque de Tony Glandil et toutes les pubs fameuses, le Royal Rabbin, etc., tout ce que vous connaissez. Et Arsène CF, c'est possible, c'était formidable. Et ils avaient inventé non seulement les fausses pubs, mais ils avaient inventé le JTN, le JT nul. C'est d'ailleurs à cette occasion que Philippe les a appelés par mégarde parce qu'ils ne savaient pas comment dire, parce qu'il voilà, il y avait Chabat et Farougia, enfin Chabat et surtout Lobby et Carrette, et ils ne savaient pas comment les présenter, et donc il a fini par dire et voilà les nuls. Et puis Chabat a été choqué, il s'est dit les nuls. Ils nous appellent les nuls, mais on n'est pas nuls. Et du coup, Chabat avait été voir Pierre Lescure en disant non, mais t'as vu Gildas, il nous appelle les nuls. Ça, c'est vexant quand même. Non, tu vas voir, c'est un bon nom. Oh, j'y crois pas trop. Bon, Chabat reconnaît aujourd'hui que c'est resté. Et on avait cette mission impossible de remplacer les nuls. C'était rigoureusement infaisable. Il y en a un qui s'en est très très bien tiré, il s'appelle Antoine Decaune. Un autre qui s'en est vachement bien tiré, c'est Carl Zéro. Et c'est à ce moment-là que moi je suis passé dans la contrebande, dans l'underground, et que j'ai commencé à faire les voix de Canal, et que j'ai commencé à produire des soirées spéciales, etc. Ça fait partie des choses qui, moi, en tant que à la fois téléspectateur et ancien étudiant d'une école de journalisme, enfin d'une fac de journalisme, ah oui, ça fait partie des choses qui m'ont passionné, et je pense que ça fait partie des épisodes les plus passionnants du bouquin. Là aussi, c'était un hasard à l'origine, mais enfin, le fait que Tabarly devienne une star de la voile avant même la Transat de 64 qu'il gagne, comme vous savez, c'est grâce à Philippe Gildas. Pas qu'il gagne. Non, pas qu'il gagne, mais qu'on le connaisse et qu'on commence à en parler. Il se trouve que Coluche avait, avant nous, en 78-79, le directeur des programmes de l'époque, quand nous, on était tous les deux au matin, a fait venir Coluche, qui a tenu une petite saison. Et donc, comme on était allé le voir, il avait compris que je faisais le matin. Et il était aussitôt après venu voir, dès le lendemain matin d'ailleurs, alors qu'il devait finir à 2 h du matin, il était venu le lendemain matin voir si ce que j'avais dit la veille au soir était vrai, à savoir que je pouvais lui donner des dépêches amusantes, celles qu'on n'avait pas utilisées. Il a choisi Maryse, il connaissait la voix déjà, et deuxièmement, il savait que je voulais qu'il ait quelqu'un à côté de lui qui soit capable de le faire sourire, et surtout qu'il puisse le reprendre quand il passait les bornes, toujours avec le sourire. C'était quelqu'un qui voyait un titre dans un journal et qui tout de suite voyait la chose. Mais j'ai jamais vu ça. Cette rapidité d'esprit, je la connais à personne. Et à partir de là, lui, il trouvait l'astuce qui allait faire rire, et c'était une rapidité, comme je vous l'ai dit. Et donc, on se réunissait à midi. Il voulait que tout le monde soit là, parce que c'était un bosseur, hein, en plus. Donc, un jour, il me dit, mais c'est incroyable de penser qu'aujourd'hui on meurt de faim avec tous les excédents de bouffe qu'il peut y avoir dans les hypermarchés, quand on voit à l'extérieur, dans les poubelles, ce qu'on peut jeter. Donc, vous voyez, aujourd'hui.
Et donc, il s'est dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose, qu'on monte des cantines du cœur, on pourrait appeler ça. Alors, les cantines, alors, je lui dis, oh, bah, les cantines, c'est pas un joli mot. Pression cantine, on mange pas bien, quoi. Bon, c'est devenu restaurant du cœur, les restos du cœur. Ah oui, les restos du cœur. Et c'est lui qui a dessiné l'affiche que vous connaissez tous aujourd'hui, cette assiette en cœur, avec cette fourchette et ce couteau. Hein. On compte sur vous. C'est lui qui l'a écrit, ça. Le dessin, c'est lui aussi. Puis il s'est dit, bon, on va lancer ça. J'ai dit, mais oui, mais il faut peut-être appeler la direction pour leur dire. T'en fais pas ma poule, je lance d'abord, on leur dira après. Ah non, il y avait une raison majeure quand même à cette histoire qui faisait que j'ai bien sûr été surpris parce qu'il n'avait pas prévenu. Les auditeurs de Coluche, parce qu'il faisait toute son émission en dialogue avec les auditeurs, et les auditeurs disaient ce qu'ils voulaient. Et de plus en plus nombreux, depuis le début du mois de septembre, ils balançaient systématiquement à Coluche. C'est très très bien parce que Coluche, indirectement ou directement, disait qu'il fallait participer à ces opérations en faveur des petits Éthiopiens. Et les auditeurs d'Europe 1 avaient tendance à dire « Oui, oui, c'est bien, mais il y a plein de gens ici, chez nous, qui meurent aussi de faim. » Et il a fallu attendre, il faut rendre justice à Sabatier, une émission à la mi-janvier que Sabatier a pu faire sur TF1. Et là, alors, ça a été vraiment le grand boom pour les restos. Oui, non, je voulais juste raconter l'anecdote à propos de la musique que vous connaissez des Restos du Cœur. Bon. Michel, toujours très pressé, dit, bon, alors maintenant qu'on a lancé ça sur l'antenne, je veux une musique formidable. Qu'est-ce qu'on peut appeler, qu'est-ce qui marche en ce moment? Goldman. Appelez-moi Jean-Jacques Goldman. Donc le réalisateur appelle Jean-Jacques Goldman. Il prend Jean-Jacques, j'étais présente, donc je peux le raconter. Allô Jean-Jacques, tu peux me faire une musique pour les Restos du Cœur? Alors l'autre lui dit, pour quand? Demain. Ah oui, d'accord. Et bien 3 jours après, il a eu la chanson que vous connaissez, qui est devenue la chanson des Restos. Et c'est parti comme ça. Et quand on l'a lancé, lui, Michel, pensait que le gouvernement reprendrait l'année d'après. Lui, il faisait ça pour l'année, pour le lancer. Il ne pensait pas que 25 ans après, on serait à 60 millions de repas, quoi. S'il était là, mais ça serait terrible. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Oui.